Sécurité alimentaire, peut-on compter sur la génétique? C'est le débat d'aujourd'hui ici, à la Porte de Versailles à Paris, dans le cadre du Salon de l'Agriculture. Je suis en compagnie de Pierre Pagès, bonjour. Oui, bonjour. Alors vous êtes président du CNIS, vous représentez la filière semences en France. Semencière, absolument, et je suis aussi agriculteur. Voilà, exactement. Christian Huyghe, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur adjoint agriculture au sein de l'INRA. Oui, tout à fait. Et Jacques Carle, vous êtes délégué général donc de Montmagry. Montmagry, c'est quoi? C'est Mouvement pour une organisation mondiale de l'agriculture. Et à mes côtés, j'ai le plaisir d'accueillir Catherine Degère, donc. Plaisir partagé, directrice de campagne et environnement. Voilà, et on va pouvoir voir le journal. Jacques Carle, la première question vous revient. Quand on parle de sécurité alimentaire, on parle de quoi et quels sont les enjeux mondiaux en matière de sécurité alimentaire? Alors c'est une notion qui est composite. C'est à la fois une notion en termes de quantité et en termes de qualité. Il y a différents indicateurs. Ce qu'il faut retenir derrière, c'est quand on parle de sécurité alimentaire, c'est sécurité alimentaire des individus, mais aussi des populations. Comment faire en sorte qu'à la fois la science, les États et les différents acteurs des filières agricoles et agroalimentaires assurent le maximum de sécurité alimentaire. Les enjeux, ils sont liés à la croissance démographique, ils sont liés aux grandes disparités de développement dans le monde. Il y a des régions pour lesquelles la sécurité alimentaire n'est absolument pas assurée, d'autres pour lesquelles elle est mieux assurée. En tout état de cause, on est vraiment au croisement de toutes les évolutions, à la fois scientifiques, comme je l'ai dit, réglementaire et organisationnelle. Je rappelle que dans le domaine de l'agriculture, la coopération internationale est une coopération complexe parce que c'est un sujet éminemment stratégique et quand on parle de sécurité alimentaire, derrière, il y a la notion de sécurité. Est-ce que l'aspect réchauffement climatique va accentuer cette thématique sécurité alimentaire et si oui, dans quelle proportion? Voilà, la proportion est difficile à évoquer dans la mesure où les modèles qui font apparaître une évolution donc de la température mondiale ont des fourchettes extrêmement vastes. Allez, prenons 2 degrés. La seule chose que l'on peut dire, c'est qu'il y a des évolutions considérables qui sont prévues dans les 100 prochaines années et que donc il va y avoir des évolutions en termes de culture, en termes de productivité et que donc la sécurité alimentaire va être affectée. Christian Huyghe. Peut-être plus que la tendance moyenne d'augmentation de la température, au moins dans les prochaines décennies, c'est plus la variation entre années et donc la variabilité interannuelle avec tous les problèmes d'aléas climatiques et donc les volatilités qui sont induites, qu'il va falloir considérer. Dans les prochaines décennies, ça va vraiment être ça le problème du changement climatique. Alors précisément, on parle progrès génétique. Est-ce que vous pouvez d'emblée définir un peu ce qu'est le progrès génétique et en quoi est-ce que le contexte que vous venez de décrire fait évoluer les critères de la sélection? Alors le progrès génétique, c'est pour une espèce donnée en fonction d'un objectif, par exemple le rendement, vous avez année après année une amélioration, une augmentation. Et donc le progrès génétique, on en fait sur le rendement, sur des éléments de qualité comme la teneur en protéines sur les céréales, la teneur en huile, la composition précise. Par exemple, quand on a fait des tournesols oléiques, c'est un changement de la composition des huiles. C'est aussi la résistance aux maladies qui est un élément majeur. C'est aussi la capacité qu'ont les plantes à prélever des éléments nutritifs dans le sol. Le changement climatique va peser là-dessus par plusieurs dimensions. Pour les espèces que l'on connaît aujourd'hui, ça va être en particulier des problématiques liées aux résistances aux maladies, puisque les bioagresseurs ont un cycle qui change et on a des bioagresseurs nouveaux. Ça va être des conséquences sur les phénologies, donc les dates de floraison, les dates de début de montaison, les dates de maturation. Donc ça, c'est un grand ensemble pour les espèces que l'on connaît. Il y a un autre bloc qui est particulièrement important par rapport au changement climatique, c'est que face au changement climatique, il y aura un changement des systèmes de culture. Avec une température plus élevée, si la température dans le sud-ouest, c'est la température de l'Espagne, vous cultivez plus la même chose dans le sud-ouest. Et c'est comment on va imaginer les systèmes de culture de demain, avec des espèces nouvelles, avec des modes de culture nouveaux. Et pour ça, on aura un besoin d'amélioration génétique spécifique sur ces questions-là. Pierre Pagès, le progrès génétique, il est régulier? Tout d'abord, je pense qu'il faut faire comprendre à nos auditeurs que le progrès génétique, il existe depuis la sédentarisation des peuples. L'histoire de la génétique, c'est l'histoire de l'humanité. Et donc, bien entendu, le challenge, il est permanent. Et donc, moi, je suis confiant à l'intelligence de l'homme.
sur la capacité, finalement, de répondre aux défis, y compris alimentaires, et y compris à celui du changement climatique. En sachant que la génétique est un véritable bras de levier vis-à-vis de cette adaptation. Alors après les changements climatiques, il peut y avoir des zones, comme ça vient d'être dit, qui sont moins propices, malgré les adaptations nécessaires au système de culture ou à la génétique des plantes cultivées sur ce territoire donné. Mais au global, quand vous êtes en Russie, quand vous êtes en Ukraine, quand vous êtes au Canada, 2 degrés de plus dans un certain nombre de régions, ça peut faire des terres nouvelles cultivables, donc qui rentrent à nouveau dans le cycle de la production. Et donc au global, si nous savons nous organiser, bien entendu, il ne faut pas minimiser les flux, y compris les populations que le changement climatique peut engendrer, mais au global, si nous savons être intelligents, en mettant de la science, comme ça vient d'être dit, dans l'évolution des génétiques des différentes espèces, vis-à-vis du contexte agro-pédoclimatique et donc aussi de l'ensemble de ces stress dits biotiques, virus, insectes, bactéries, etc., et abiotiques liés au climat. Donc les nouvelles technologies d'aujourd'hui, dans les sciences du vivant, vont nous permettre de faire des génétiques associatives en utilisant les nouveaux moyens qui nous permettront, de mon point de vue, de répondre aux critères et à ce défi de l'alimentation. Et juste une dernière chose. Dans le cadre de ces défis et de ces contraintes, finalement, nous avons, en moins de 40 ans, sur une surface identique à l'échelle de la planète au niveau des céréales, doublé la production agricole, ce qui représente 1 quintal par hectare et par an. Et nous l'avons fait sur une surface globale stable, 700 millions d'hectares, et nous l'avons fait simplement sur la moitié de la surface. Un calcul simple, si je reprends les chiffres de la FAO, 70% supplémentaires d'ici 2050. Ça ne fait jamais que 70 kilos de plus par hectare et par an pour répondre aux nouveaux besoins, y compris en tenant compte non seulement donc de l'augmentation de la démographie, mais aussi en tenant compte de l'élévation du niveau de vie. Si je peux me permettre de rajouter sur ce que vient de dire Pierre Pagès, il y a d'autres exemples où on a des progrès encore plus grands. Par exemple, ce qui se passait sur la betterave sucrière en Europe et en France. Au cours des dernières années, des 3 dernières décennies, c'est quasiment plus 60% de production de sucre par unité de surface, avec 40% d'azote en moins. Et ce progrès-là va se poursuivre. Et l'arrivée des nouvelles technologies, en particulier de connaissance du génome, a un autre avantage, c'est que ça nous permet de préserver de façon beaucoup plus efficace l'ensemble des ressources génétiques dont on a besoin. Parce que pour faire un progrès génétique, vous avez besoin de diversité qui se trouve dans les ressources génétiques, que l'on va chercher avec des méthodes les plus sophistiquées possibles. Mais pour pouvoir aller le chercher, il faut le connaître. Et donc, les méthodes moléculaires, notamment, permettent de caractériser, d'exploiter et donc de préserver à bon escient. Et ce levier-là, avant, on ne l'avait pas. Aujourd'hui, on l'a. D'où des espérances de progrès sur toutes les espèces qui sont importantes. Et avec un défi qui est devant nous, c'est comment on force en sorte que ce qui est disponible aujourd'hui sur des espèces majeures le devient pour tout le monde. C'est facile, on peut l'imaginer sur le blé, sur le maïs. Comment on fait la même chose sur la salade, sur le chou, sur le poireau ou sur la vigne et les arbres fruitiers? Pierre Pagès. Oui, je rajoutais une condition supplémentaire pour remplir les défis qui sont devant nous. En dehors, bien entendu, de la science qui vient d'être évoquée et sur laquelle je suis complètement d'accord. Je rajouterai, puisque je suis agriculteur, la vision minimum du paysan sur son avenir, liée à son chiffre d'affaires, à son prix et à sa marge de manœuvre, quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve. Qu'on soit agriculteur en Chine avec 40 arts, qu'on soit au Japon avec 3 hectares ou qu'on soit au Brésil avec 10 000, partout sur la planète, les agriculteurs se posent les mêmes questions. Et donc, comment peut-on, et c'est encore plus vrai pour les pays en voie de développement, donner cette visibilité nécessaire qui encourage l'investissement et le retour sur investissement
Et auquel cas, les agriculteurs rentreront dans l'ensemble du cycle de développement, et c'est encore plus vrai, encore une fois, pour les pays en voie de développement, parce que tout agriculteur est une micro-entreprise, quelle que soit sa taille par rapport à l'enjeu planétaire, et ça rejoint là les problèmes de Montmagry. Innovation et régulation sont les deux piliers de la sécurité alimentaire du futur. Il nous reste 5 minutes de débat. Catherine Deger. Non, moi j'avais vraiment envie d'interroger le Montmagry justement par rapport à cette approche un peu globale et planétaire. Comment les différents pays peuvent réagir, notamment les pays en voie de développement. Je crois que vous avez créé un indicateur de solvabilité alimentaire. J'aurais aimé en savoir un peu plus. Alors je rebondis sur ce que vient de dire Pierre Pagès. Le contexte nécessite à la fois une innovation permanente, notamment pour s'adapter aux évolutions comme le changement climatique, et aussi une régulation qui n'existe pas aujourd'hui. On a, dans les grands pays producteurs, on a des réglementations assez protectionnistes en général, hormis peut-être la politique agricole commune qui a ouvert un petit peu le champ de l'agriculture au vent du monde. Et c'est dangereux parce qu'il y a une compétition de plus en plus grande, il y a une concurrence de plus en plus forte, il y a une spéculation de plus en plus intense. Et finalement, les États ne savent pas mesurer à long terme véritablement quelle sera leur position et donc quelle sera la situation des paysans. D'où l'indicateur de solvabilité alimentaire qui, comme l'indicateur de solvabilité financière, permet de mesurer à la fois la capacité des États à faire face aux enjeux liés à la sécurité alimentaire, mais aussi leur potentiel. Il y a des évolutions possibles en termes de rendement, en termes scientifiques, en termes de régulation, en termes d'organisation, et la solvabilité alimentaire mesure tout ça. Elle est fondée sur un ensemble de sous-indicateurs, à la fois agricoles, agronomiques et économiques. De capacité aussi à accompagner les agriculteurs dans la mise en œuvre et du progrès génétique et des techniques qui l'accompagnent. Bien sûr, ça mesure en fait le patrimoine autour de l'agriculture, et dans le patrimoine de l'agriculture, il y a le patrimoine scientifique, mais ça mesure aussi la capacité à valoriser ce patrimoine. On peut avoir encore une fois des atouts, si on ne sait pas les valoriser, ces atouts se perdent. De même que dans les agences de notation, il y a des AAA, il y aura des triple F, enfin je ne sais pas, food. On s'arrête à D pour l'instant, mais c'est déjà dramatique, D. Non, on a fait une notation sur 36 pays, principalement les pays européens. On a commencé à le faire pour des pays en développement. Faute de données suffisantes, on n'a pas encore été plus loin, mais on est en train de le faire. Aujourd'hui, on va de AAA à C. Et la France, elle est bien classée ou pas? La France est AAA. Ben, la France a un patrimoine extraordinaire, elle a une capacité d'innovation fantastique, mais on voit quand même au fil des années une certaine atténuation de la note de la France du fait justement de problèmes de régulation. C'est un peu ce que l'on vit actuellement sur le terrain. Mais nous, on a une vision de long terme. Donc on peut espérer que ce qui se passe aujourd'hui sera rééquilibré dans les années qui viennent. Christian Huyghe, tout à l'heure vous avez parlé des nouvelles technologies, en fait justement utilisées en génétique. Il faut que vous nous expliquiez qu'il y a une véritable révolution aujourd'hui avec les NBT, c'est ça? Alors les NBT, c'est une famille très très large et pas forcément très très bien définie, mais parmi ces technologies-là, il y a des technologies émergentes qui permettent d'avoir ce qu'on appelle de l'édition du génome ou de la correction du génome, et que moi je préfère appeler en fait de la génétique de précision, qui permettent sur... vous savez, les gènes, c'est des séquences d'ADN dans des successions de bases, et vous pouvez avoir des changements qui sont induits par une seule base qui varie. Et donc, derrière ces technologies-là, c'est l'idée de s'interroger sur en quoi ces technologies ultra précises permettent d'apporter des services et vraiment un changement absolu de façon de faire. C'est une technologie qui n'est pas propre au domaine du végétal. Elle est d'abord très très intéressante dans le domaine de la génétique humaine, de la génétique bactérienne, et le végétal peut y trouver une façon d'introduire des modes d'action nouveaux. Après, il faut faire très attention de ne pas tomber dans l'ultra-technologie. C'est une technologie parmi d'autres. Et donc, la technologie ne dit rien de l'endroit où vous voulez aller. C'est un véhicule. La construction de l'itinéraire, c'est à définir, c'est à construire ensemble. Et c'est à construire notamment dans des réflexions comme dans le cadre de Montmagry. J'ai coutume de dire qu'une variété, c'est d'abord une construction sociale. Il y a un point qu'il ne faut pas oublier, puisqu'on parle de sécurité alimentaire, c'est que dans la plupart des pays du monde, les produits sont transformés. Même si dans les pays
les moins développés ou en cours de développement, l'utilisation, enfin, la transformation est limitée, il n'en reste pas moins qu'elle est croissante parce que c'est ce qui permet l'accès à l'alimentation. Et ce qu'il faut que l'on réfléchisse dans nos innovations, aussi le secteur alimentaire, et quand on construit des variétés, on doit réfléchir leurs caractéristiques en fonction de la façon dont elles répondent aux besoins des industries de transformation. Quel serait le gain en termes de temps par rapport à ces outils de sélection? Qu'est-ce qu'ils apportent d'une façon très concrète? Et est-ce qu'on peut les assimiler, je crois que c'est un débat qui est en cours au niveau européen, à des OGM à proprement parler? Alors, comment ça permet de raccourcir les cycles? Ça permet d'aller plus vite, mais plus le cycle est court. On a beaucoup d'espèces qui sont des espèces annuelles. Le cycle ne va pas aller beaucoup plus vite. Le cycle de sélection, pardon. Un cycle de sélection. Mais on va le raccourcir de quelques années. Mais ce n'est pas tellement ça qui est intéressant. C'est que ça va permettre d'accéder à des leviers d'action qu'on n'a pas aujourd'hui. Juste pour vous donner un exemple, une illustration de travaux qui sont en stade très très préliminaire aujourd'hui. Pourquoi un blé est sensible à la rouille du blé? C'est parce que la rouille reconnaît le blé. Si vous changez les gènes qui permettent à la rouille de reconnaître le blé n'est plus reconnaissable. Et donc la rouille ne peut plus attaquer. Alors vous allez dire, c'est Frankenstein cette histoire-là. Mais non, il faut juste savoir ce que ça peut rendre comme service. Qu'est-ce que vous pouvez identifier comme mode d'action nouveau? Et il faut réfléchir à ça, mais encore une fois, ce n'est pas une solution à tout. Alors la question que vous posez par rapport aux OGM, c'est le chiffon rouge en France. Et donc on a l'impression que le monde se coupe en deux, ce qui est OGM, ce qui ne l'est pas. En fait, au-delà les OGM sont issus d'une vision très très ancienne, parce que rappelez-vous de quel moment ils sont arrivés, et ils sont arrivés en utilisant des gènes très très particuliers de résistance aux herbicides qui avaient pour vocation une certaine organisation de relations entre les fournisseurs et les agriculteurs. Il faut regarder les technologies nouvelles, il ne faut pas les regarder à cette aune-là. Il faut les regarder au regard du service qu'ils apportent et en quoi ça fait quelque chose qui existe déjà dans la nature. En fait, vous ne faites rien d'autre avec les techniques que je précisais de génomique de précision que de créer des allèles qui vraisemblablement existent déjà dans la nature. Sauf que vous les créez au bon endroit et vous les créez avec un assemblage qui est propre. D'accord. Bon. Pierre Pagès, merci beaucoup. Vous voulez rajouter un mot en une phrase? Oui, je voulais juste dire que nous avons une palette de nouveaux outils, mais que le pas de temps de l'utilisation de ces outils est moins rapide que le pas de temps politique, premièrement. Et que deuxièmement, en fait, la semence, c'est une science d'adaptabilité permanente. Et en fait, la semence, c'est le véhicule de l'innovation de demain dans les métiers qui sont des métiers agricoles et alimentaires. Et ce sera le mot de conclusion. Pierre Pagès, merci Jacques Carle, merci Christian Huyghe, merci Catherine Degers, merci beaucoup et merci à vous.